Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce panel de discussion diffusé en Facebook Live qui porte sur le thème Système de garderie universel pour les francophones. Ce panel est organisé dans le cadre du lancement du rapport de l'enquête pan-canadienne sur les priorités des femmes francophones et acadiennes du Canada, qui est publié par l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Depuis le 21 septembre et jusqu'au 25 septembre, des panels de discussion vous sont proposés afin de discuter sur les différentes priorités mises en avant dans ce rapport. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre rapport d'enquête directement sur notre site web à www.affc.ca. Je m'appelle Soukaina Boutieb. Je suis la directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne et aujourd'hui, j'agirai à titre d'animatrice pour ce panel que je rappelle porte sur le système de garderie universel pour les francophones. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux femmes formidables qui habitent d'un océan à l'autre du pays et qui ont accepté de nous parler de leur perspective. Julie Gillet est la directrice générale du regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Elle est titulaire d'une maîtrise en journalisme. Julie Gillet s'est rapidement orientée vers la recherche féministe en début de sa carrière. Elle fut conseillère, entre autres, au ministère des Droits des femmes et de l'égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Elle a également travaillé à Whitehorse à l'Association franco-yukonaise. Merci beaucoup, Julie, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'accueillir sur ce panel et sur ces questions très importantes. Merci. Ensuite, nous avons Mme Lily Christ. Lily Christ est la présidente de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Elle possède plus de 20 ans d'expérience dans le milieu associatif où elle a occupé plusieurs postes de gestion, que ce soit au réseau Femmes Colombie-Britannique, l'Association des éducatrices et éducateurs d'expression française, La Boussole et plusieurs autres. Elle est également chef de file pour le projet pan-canadien Réseau d'égalité de genre du Canada, financé par le ministère Femmes et égalité de genre. Et je rappelle, elle est également la présidente de notre organisme. Bienvenue, Lily. Merci de m'accueillir. Je rappelle aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qu'ils et qu'elles peuvent participer puis vraiment interagir avec nos panélistes d'aujourd'hui en posant directement leurs questions au sein du fil de discussion dans cette page Facebook sur laquelle vous regardez notre vidéo. Donc, avant de commencer avec la première question, je vais faire un petit écho à notre panel, à notre rapport d'enquête, des résultats du rapport d'enquête. On a posé la question aux femmes, leur opinion pour la création d'un réseau de garderie universelle respectant la dualité linguistique. Et on voit que entre d'accord jusqu'à tout à fait d'accord, il y a un total de plus de 88% des femmes qui sont d'accord pour la création de ce réseau de garderie universelle qui respecte notre dualité linguistique et, entre autres, un réseau de garderie pour les francophones. Donc, et ceci me mène à la première question. On voit que depuis les dernières années, la demande d'un système de garderie universelle se fait de plus en plus entendre. Donc, à votre avis, pourquoi croyez-vous que cet enjeu occupe une place importante pour les francophones en milieu minoritaire et particulièrement pour les femmes francophones et acadiennes? Donc, je vais commencer peut-être avec Julie. Oui, merci. Nous savons plusieurs choses. Nous savons qu'améliorer l'accès aux services de garde, c'est un excellent moyen pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. On sait aussi que c'est un puissant levier pour lutter contre la pauvreté et pour œuvrer pour l'égalité entre tous les enfants. Et pourtant, aujourd'hui, il est encore très difficile, on le voit dans les résultats du rapport, il est très difficile pour les familles de trouver une place pour leurs enfants dans les structures d'accueil, il y a un réel besoin. Et on va dire encore plus si ce sont des familles francophones en milieu minoritaire, parce qu'il y a déjà une difficulté pour toutes les familles qui existent aujourd'hui au Canada, mais si en plus on cherche une garderie francophone, s'ajoute la difficulté de la langue, de trouver un service de garde dans sa langue. Donc c'est une difficulté en fait qui s'ajoute encore aux autres difficultés. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, au regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, on revendique un système de garde public, universel, accessible et de qualité qui respecte la dualité linguistique. Parce qu'on voit ici que lorsque l'accès aux services de garde est géré par le secteur privé, les entreprises vont offrir les services dans la langue la plus demandée, la langue dominante qui va être l'anglais. Et on pense bien sûr que c'est important que tous les enfants aient les mêmes chances et que toutes les familles puissent accompagner leurs enfants en garderie dans leur langue. Merci. Lily?
Je vais reprendre un petit peu ce que Julie vient de dire. C'est vrai, c'est un vecteur incroyable de lutte contre la pauvreté. Ça permet aussi à beaucoup de femmes de retrouver une place dans le milieu du travail. Mais il y a un aspect aussi au niveau des habiletés langagières. On peut voir qu'un accès à une garderie francophone, pour des francophones vivant en minoritaire, ça va avoir un impact à long terme sur l'éducation des enfants, sur leur succès dans leur programme, dans le programme francophone de la province dans laquelle ils vivent ou elles vivent. Donc, à long terme, les bénéfices, aussi bien financiers, pour les familles sont quand même importants, mais au niveau des capacités langagières, pour les jeunes, c'est essentiel d'avoir un service de garde dans sa langue. Donc, vous avez un petit peu mentionné un peu les avantages, mais j'ai envie de vous pousser encore plus loin. Concrètement, à votre avis, quels sont les avantages d'avoir accès à un service de garderie qui est respectueux pour cette dualité linguistique au Canada, autant pour les parents que pour la communauté? Ça serait quoi les avantages concrètement? On aurait beaucoup plus de francophones avant la maternelle. En fait, nos communautés seraient encore plus vibrantes. On aurait beaucoup plus de choix par rapport à l'éducation des enfants et on aurait aussi une possibilité de créer des emplois en français parce que pour être réaliste, beaucoup de ces emplois sont rémunérés assez faiblement et c'est souvent des femmes qui occupent des emplois quand il s'agit de travailler dans les prématernelles. Donc, évidemment, si on permet, si on construit une structure qui accepte plus d'enfants, on va avoir plus de places en garderie, mais aussi plus de formation. Et je pense qu'au niveau de la dualité linguistique, il serait important peut-être de rémunérer plus les personnes bilingues. Ça se fait au niveau fédéral. Pourquoi pas essayer de former les personnes qui sont bilingues pour travailler aussi dans des garderies et les récompenser pour leur bilinguisme. Merci. Je trouve que c'est des points très intéressants qui sont soulevés. Pour ma part, je dirais, je vois aussi trois avantages en fait à un accès à un service de garde respectueux de la dualité linguistique. Je vois que les familles francophones seront assurées d'un service dans leur langue, ce qui est la base. Puis aussi les femmes francophones et acadiennes auront un accès augmenté à la sécurité économique et au marché du travail. Et puis enfin, que les enfants auront une égalité d'accès à l'éducation préscolaire et aux services publics. Donc, de pouvoir être accompagné dans sa langue quand on est enfant, ça permet également plus tard de favoriser l'égalité tout au long de la scolarité, puisque les parents vont pouvoir accompagner leurs enfants, les suivre leurs devoirs dans leur langue. Je trouve ça excellent un petit peu que vous faites le lien avec le milieu de travail parce que hier, on parlait, le panel de discussion d'hier faisait référence justement à la question d'équité salariale. Et durant le panel, on parlait justement de l'importance des garderies aussi. Donc, vous également, vous faites référence à ça. Donc, on voit que c'est quand même deux thématiques qui sont interreliées pour le bien-être des parents, des femmes, mais aussi de la communauté. Puis ce qui me ramène à la prochaine question, c'est quand on veut un peu visualiser ce système de garderie universelle, il y a quelques modèles qu'on peut voir. Entre autres, si on reste dans notre pays, le Québec, il y a un système de garderie qui existe là-dedans. Est-ce que pensez-vous que ce modèle-là, c'est un modèle qu'on peut s'en inspirer pour nos communautés minoritaires? Ou est-ce que peut-être vous voyez d'autres modèles que vous pouvez suggérer ou que vous trouvez intéressants? Je pense que c'est un modèle qui est intéressant et dont on peut assurément s'inspirer. Mais je pense aussi qu'on peut aller plus loin encore que ce modèle est bien, mais qu'on peut être encore plus visionnaire et essayer d'aller plus loin. Ce que nous aimerions, nous par exemple, c'est que les services de garde soient intégrés dans le système scolaire afin d'être en mesure d'offrir une réelle gratuité des services. Ça, pour nous, ce serait la solution idéale, mais le système, ce qui est mis en place actuellement au Québec, ça peut être une première étape pour parvenir plus loin à notre solution. Le système dont on parle au Québec existe quand même depuis 25 ans. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées pour voir comment ça a aidé à l'intégration des femmes dans le milieu du travail. On voit aussi quels sont les défis entre les CPE publics et privés, comment la gestion des différents modèles peut avoir un impact aussi sur la qualité des services offerts. Donc, on a une banque de données incroyable avec une province qui a vraiment été assez
avantagé d'avoir ce système en place. Je sais qu'en Colombie-Britannique, on a essayé d'instaurer un système de prototype de CPE. Donc, c'est 53 centres où on essaye de faire le même modèle qu'au Québec avec des garderies qui sont à 10 dollars par jour pour aider des familles qui sont dans le besoin. Et donc, on voit que ce modèle peut être recréé. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais l'universalité et puis la gratuité des services est essentielle. Et je sais qu'en Colombie-Britannique, il y a aussi un mouvement pour essayer de faire en sorte que tout ce qui est garderie prématernelle rentre aussi dans le ministère de l'Éducation, parce que ça fait partie de l'éducation qu'on offre aux enfants. Donc, il y a plusieurs mouvements pour faciliter cette gratuité. Il n'y a pas assez de postes offerts, évidemment, parce que personne ne veut, même au niveau fédéral, je trouve qu'il n'y a pas une poussée pour vraiment offrir à travers le pays cette gratuité. Donc, on est encore dans un défi. On essaye différents modèles, je trouve, à travers le pays pour essayer de répondre bon an, mal an à la demande, mais on est encore loin des objectifs à atteindre. Tout à fait, la demande est encore là, puis on peut le voir encore plus. Et surtout quand on parle en pleine pandémie, on a vu que l'accessibilité aussi des services de garderie en français aussi, il y a une pénurie là-dedans. Donc, c'est définitivement quelque chose qui est encore plus un sujet d'actualité. Puis ça me ramène à la prochaine question, et Lily, tu en as un petit peu touché. C'est de voir un peu, est-ce qu'il y a des exemples aussi qui se sont créés au sein de vos communautés? Donc, je rappelle, Lily, toi, tu habites en Colombie-Britannique. Julie, tu es au Nouveau-Brunswick. Donc, est-ce que vous voyez dans vos communautés un système de garderie ou peu importe qui vient justement pallier cette pénurie-là et pour appuyer justement les parents et bien évidemment pour permettre le bien-être de l'enfant également pour s'instruire et construire son identité francophone? Julie, si tu Oui. veux y aller. Oui, je peux commencer. Ce qu'il existe au Nouveau-Brunswick, c'est un système de subvention pour les familles dont les deux parents travaillent. C'est un programme qui est assez complexe, basé sur les revenus des parents, et puis qui offre seulement des subventions pour les parents qui peuvent placer leurs enfants dans un centre désigné. Le problème, c'est que tous les centres ne font pas le choix d'être désignés, et puis que les subventions ne sont pas réellement suffisantes. En tout cas, c'est ce qui nous revient, nous, de nos membres. Nos membres nous disent que c'est trop cher et qu'il n'y a pas suffisamment de place. En moyenne, le coût pour le service de garde pour un enfant, c'est 217 dollars par mois. Il faut souvent attendre de longs mois, voire parfois un an, même plus, pour obtenir une place. Donc, c'est vraiment des longs temps. Et cela a des conséquences, bien sûr, sur la précarité et l'autonomie des femmes, puisque ce sont souvent elles qui vont faire le choix. Je mets des guillemets dans ce choix, parce que ce n'est pas toujours un choix qui est réellement choisi, qui vont faire le choix d'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants. Donc, on a des initiatives qui sont en place dans la province. C'est déjà un pas dans la bonne direction, c'est déjà des subventions, mais pour nous, ce n'est pas suffisant aujourd'hui et ça ne permet pas de répondre à la demande. Alors, chez nous, il peut y avoir des subventions allant jusqu'à 1250 dollars pour les familles. Évidemment, les familles qui ont le moins de ressources peuvent atteindre ce palier de subvention. Mais c'est clair que s'il n'y a pas de place ou il n'y a pas de garderie à côté de chez vous, ou si vous devez faire de longs trajets pour aller travailler, comme vivre en banlieue et travailler sur Vancouver, c'est des heures en plus à ajouter sur des heures de garderie. Donc, il n'y a pas très longtemps, le Canadian Centre for Policy Alternatives, c'est un regroupement qui fait de la recherche au niveau de différents sujets qui nous intéressent. Et ils ont calculé, ils ont fait une enquête qui disait que ça coûtait au-delà de 60 dollars par jour pour faire garder un enfant nourrisson jusqu'à l'âge de 2 ans, en fait. Donc, 60 dollars par jour pour une famille, ou même des familles monoparentales ou des familles recomposées, ça peut être vraiment une très grande charge économique qui fait que même les subventions ne peuvent pas toujours couvrir le coût effectif. Et comme tu le disais, Julie, nous avons beaucoup de femmes qui arrêtent de travailler parce qu'elles se retrouvent avec ce fardeau, avec ce travail gratuit qu'elles font pour aider nos communautés. Donc, je pense que le fait que beaucoup de femmes travaillent de chez soi à s'occuper de leurs enfants, c'est encore une image de modèle qu'on essaye de garder, en fait, alors que la réalité, ce serait vraiment de permettre de vrais choix.
Et ces choix voudraient dire qu'on a des possibilités dans nos écoles, dans nos systèmes de garderie, de pouvoir placer ces enfants, de pouvoir avoir un service en français. En ce moment, c'est juste quelques garderies à travers la Colombie-Britannique dans nos systèmes scolaires qui font plus de la pré-maternelle. Puis le reste, c'est le système D. Donc, ma fille est grande, mais quand elle était petite, je l'ai fait garder par une charmante Acadienne que j'ai rencontrée dans une des écoles où je travaillais. Donc, le système D, ce n'est pas forcément une solution à long terme. Et de savoir que dès qu'on est enceinte, on doit se mettre sur une liste d'attente et que parfois, la liste d'attente, c'est 3 ans avant que son enfant puisse être en garderie, c'est inacceptable. Et puis, j'aimerais bien rajouter que le système D aussi, il y a une certaine inégalité. Tout le monde n'a pas les moyens financiers, tout le monde n'a pas les ressources et l'information nécessaires pour avoir recours au système D. Tout le monde n'a pas de famille, tout le monde n'a pas de la famille ou des amis ou de l'argent. Et c'est vraiment une solution qui est inégalitaire pour toutes les familles. Puis c'est bien que vous discutez un petit peu de la question de l'accessibilité du coût, parce que justement, c'est une des questions que nous recevons maintenant au sein des personnes qui nous écoutent. C'est que les garderies hors Québec, donc quand on parle au sein de nos communautés, c'est des garderies qui coûtent excessivement cher, qui fait que des fois, les mamans doivent faire un choix entre est-ce qu'on veut aller travailler ou est-ce qu'on veut payer la garderie qui est quasiment notre salaire ou le salaire au complet. Donc, c'est des choix qui se fait difficile et qui fait aussi que ça a un impact direct dans les familles et pour les femmes surtout, où il y a un appauvrissement aussi pour les femmes. Donc, on voudrait vous entendre à ce niveau-là. Au niveau de l'appauvrissement, oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites pour montrer que ces 5 années, les premières 5 années de la vie d'un enfant, une femme va avoir 5 ans de salaire en moins, d'une certaine façon, et que ça va avoir une incidence au niveau de son évolution au niveau du travail, des différents postes qu'elle va occuper, mais aussi au niveau de sa retraite. On ne pense jamais à ça, mais 5 ans dans la vie avec ce salaire en moins, c'est des cotisations en moins pour un service de retraite auquel on cotise en général quand on peut. Et ça a un impact sur la santé mentale aussi des femmes, parce que cette charge constante de savoir que ça retombe toujours sur les mêmes femmes, sur les personnes, ça a un impact aussi au niveau de la vie familiale et de nos communautés, parce que c'est un frein. C'est un frein économique pour les femmes qui a des répercussions sur tous les aspects de leur vie. Aussi bien si une femme veut retourner aux études, après la naissance d'un enfant, c'est quand même plus compliqué. S'il n'y a pas de système de garderie qui lui permette de retourner à l'école, par exemple, je pense que ça déteint sur tous les aspects de la vie des femmes. Donc, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, cet impact est majeur. Je suis tout à fait d'accord. Ça a des impacts, comme on l'a dit, sur l'égalité salariale, même plus tard, puisqu'elles ne vont avoir accès plus difficilement à des postes à responsabilité parce qu'elles ont ce blanc, entre guillemets, dans leur CV. Donc, elles vont avoir plus de difficultés pour retrouver un emploi peut-être après. Elles vont peut-être avoir des difficultés pour obtenir des promotions par la suite ou pour les obtenir aussi vite parce que ça va être plus difficile. Et puis, donc, des répercussions sur quoi elles seront plus âgées à la pension. On sait que les femmes âgées sont plus pauvres que les hommes âgés. C'est un des facteurs qui explique pourquoi. Et puis, sur leur autonomie aussi, tout simplement leur autonomie, si ces femmes veulent quitter leur partenaire pour une raison ou pour une autre, des fois, elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont sans emploi, elles ont des jeunes enfants et puis elles ont besoin des revenus de leur partenaire. Donc, il y a vraiment un problème où, tant qu'il n'y aura pas de solution d'accueil pour les enfants qui soit accessible à tout le monde, les femmes n'auront pas l'autonomie qu'elles pourraient avoir. Une aussi, des questions aussi qui nous ramènent, c'est, vous avez parlé un petit peu des difficultés en ce qui concerne l'accessibilité au niveau monétaire, etc. Mais si on fait un petit peu, si vous nous donnez un peu une idée réelle de présentement pour des parents qui voudraient inscrire leurs enfants dans une garderie francophone, est-ce que c'est facile d'obtenir des places? Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible présentement au sein de vos communautés? C'est comme une forme magique. On l'imagine quelque part, on attend,
on fait des pieds et des mains pour beaucoup de familles, surtout dans des zones, même des zones très urbanisées. Et on ne parle même pas du milieu rural, hein. Même dans des zones urbanisées comme Vancouver ou le Grand Vancouver, c'est excessivement difficile de trouver une garderie francophone qui a de la place. Et je parle surtout des nourrissons, je parle aussi des enfants jusqu'à 2 ans. C'est une véritable, un parcours du combattant. Oui, mais ça, c'est le même constat ici. Ça peut prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour trouver une place dans une garderie francophone. C'est exactement la même chose, c'est le parcours du combattant. On a trouvé le chiffre, il y a des espaces agrégés pour 29% des enfants de 0 à 12 ans au Nouveau-Brunswick actuellement. Donc, de toute façon, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, c'est normal que ce soit parcours du combattant puisque les places n'existent pas. Et je voudrais signaler quand même que dans nos politiques, dans les politiques de différents gouvernements, on voit cette approche de ce sont peut-être les grands-parents ou la famille élargie, comme autrefois, qui vont peut-être prendre soin des enfants. Il y a encore ce modèle vraiment réactionnaire, alors que nous avons vraiment des communautés où des personnes immigrantes arrivent avec pas forcément les grands-parents qui suivent, donc, ou la famille élargie. Donc, il faut comprendre que la réalité pour des familles migrantes est encore plus difficile parce que ce réseau a créé pour avoir ces liens sociaux qui pourraient favoriser des garderies ou des gardes différentes, entre guillemets, n'existe pas. Donc, c'est au niveau des politiques qu'on a sur le terrain où on imagine encore que ce sera les grands-parents ou la famille élargie qui va prendre soin des enfants. Non, la réalité, c'est que c'est aussi à l'État de faire son travail pour permettre cette liberté aux femmes. Mm-hmm. Puis, quand vous mentionnez ça, il y a justement un commentaire qui dit que des fois, il y a certaines familles qui malheureusement doivent faire le choix, est-ce qu'ils veulent avoir un enfant de plus? Justement, quand il n'y a pas cet appui, en plus, comment ça coûte également. Donc, malheureusement, c'est des choix aussi que des personnes doivent faire. Est-ce qu'on veut une famille, mais est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une famille beaucoup plus grande où on y va plus restreint à cause des réalités que chacun est en train de vivre? Mm-hmm. Puis, est-ce que Julie, voudrais-tu… Non, je disais, je trouve ça dommage en 2020 de devoir calculer financièrement si on est en mesure d'avoir un enfant ou pas. Mm-hmm. Tout à fait. Oui. Également aussi, une des questions qu'on nous pose, c'est que quand on voit l'une des répercussions en fait, de la pandémie dans certaines provinces, principalement au Manitoba, on dit que, étant donné qu'il y a des difficultés financières, donc le gouvernement désire ou la volonté de vouloir couper les fonds qui sont alloués aux garderies. Donc, on vous pose la question, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour justement essayer de résoudre ce problème-là ou au moins que tout le monde soit au courant de cette situation-là, puis pour essayer de l'arrêter dans la mesure du possible. Soukaina, par rapport aux garderies au Manitoba, déjà pour commencer, je pense qu'ils ont les taux les plus bas de garderies disponibles au Canada. Donc déjà, pour commencer, la demande est encore plus basse qu'ailleurs. Et je pense qu'il y a un appel, hein, c'est clair. Il y a une mise en contexte qu'on est en train de faire avec ce rapport, mais il y a des directives très claires à prendre. On se doit, à travers le pays, de demander haut et fort la gratuité des services, mais aussi de faire en sorte que les services qui existent soient financés et qu'on ne se retrouve pas avec des situations où on a encore moins de possibilités d'avoir des garderies ou l'accès à des garderies à travers le pays. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un appel et que c'est à notre réseau et à toutes les femmes francophones et acadiennes du pays de se mobiliser. Il y a eu beaucoup de campagnes comme le 10 $ par jour dans notre province qui ont vraiment fait du travail de fond. Je pense qu'on a un rôle à s'allier avec d'autres groupes qui travaillent dans ce domaine pour demander d'une, que les services restent ce qu'ils sont et qu'il y ait une amélioration et une augmentation des places en garderie. C'est inadmissible. Je suis vraiment choquée. Excusez-moi, là. Je suis choquée que dans une pandémie où des femmes ont besoin de retourner au travail, où ont besoin de survivre et que c'est les premières qui sont touchées par cette crise économique aussi, qu'on leur enlève encore plus de systèmes de garde, c'est choquant.
Je suis assez d'accord, c'est vraiment ça, c'est choquant. On sait, il y a des études qui ont été faites, il y a des recherches qui ont été faites pour montrer qu'un service de garde universel stimule la croissance économique, ça permet de réduire les inégalités sur le marché du travail, investir dans le secteur de la petite enfance, ça rapporte à leur société. Il y a des recherches qui ont montré que $1 investi dans les soins donnés à un enfant âgé de moins de 6 ans peut rapporter jusqu'à $7 à la société. Il y a des vrais chiffres faits par des économistes qui montrent que quand on investit dans les structures de garde, quand on investit dans la petite enfance, ça a des répercussions, ça a des bénéfices et des avantages économiques sur le long terme. Et à la place d'écouter ces économistes, à la place d'écouter ces recherches, on se dit, on va faire des économies, on va enlever les garderies et puis les gens se débrouilleront et puis les femmes resteront à la maison et puis c'est pas grave. Je trouve ça révoltant aujourd'hui qu'il y ait encore ce genre de choses qui puissent passer. Je lisais une des données au niveau de la croissance économique, juste pour la Colombie-Britannique, il parlait de 67 000 emplois qui pourraient être créés juste avec la gratuité, avec un système de garde universel, juste dans ce domaine-là. Et on ne parle pas des répercussions à plus long terme avec la croissance économique que ça pourrait avoir au niveau du retour de femmes au travail. Donc, c'est vraiment une façon très maladroite d'adresser le problème que de le résoudre de cette façon-là. Je trouve que c'est un comportement très malsain parce que ça touche directement les femmes et c'est des politiques sexistes. C'est exactement ça, des politiques sexistes. Il y en a qui vont justement dire créer justement un système de garderie universelle, francophone, partout au pays, pour les communautés minoritaires. C'est quelque chose qui va coûter cher. Donc, est-ce que c'est vraiment une priorité? À votre avis, qu'est-ce que vous répondrez à ces personnes-là? Ou est-ce qu'il y aura d'autres enjeux que vous verrez qui ne seraient pas favorables à la création de ce système de garderie universelle? Excuse-moi, j'ai une réaction. Non, je pense que n'importe quel système de garde devrait être prioritaire. Maintenant, un système de garde qui met l'accent sur notre culture, sur les cultures francophones à travers le pays, est essentiel. Au niveau de la langue, c'est la vitalité de nos communautés qu'on essaye de préserver et on veut une pérennité de nos communautés. Donc, pour moi, c'est comme impensable de ne pas avoir cette pièce du puzzle qui soit là. Donc, je ne peux pas trouver d'argument contre. Comment peut-on être contre un système qui serait favorable aux femmes francophones à travers le pays? Soukaina, cette question, je la refuse. Julie, est-ce que tu as quelque chose? On n'identifie pas non plus d'arguments négatifs, d'arguments contre, puisqu'aujourd'hui on est dans une pénurie de garde, donc je ne peux pas en identifier non plus. Il y a un point que je voudrais quand même apporter, c'est qu'en Colombie-Britannique, il y a eu depuis 2017 certaines avancées pour comprendre un petit peu les besoins spécifiques de communautés autochtones. Et au niveau des garderies, il y a eu dans les sites prototypes avec les CPE, les centres de petite enfance, il y a eu des plans qui ont été mis en place pour favoriser l'éducation culturelle, avec une sensibilité culturelle, des personnes, des enfants autochtones. Donc, quand un gouvernement prend en considération les besoins spécifiques de groupes, c'est réalisable. Donc, ça peut être fait. C'est déjà fait sur le terrain, ici en Colombie-Britannique, pour les enfants autochtones. Donc, je pense que ce serait aussi possible d'avoir cet aspect culturel spécifique aux enfants francophones à travers le pays. Puis, une autre des questions qui est posée, c'est justement en attendant la création ou vraiment de faire un travail en fond, de créer ce système de garderie universelle. Et encore, on ne peut pas ne pas parler de la pandémie et comment la pandémie a changé un peu le travail. Le télétravail, c'est devenu une nouvelle réalité, une normalité à un certain niveau. Donc, les femmes doivent rester à la maison, peuvent travailler de la maison pour la plupart. Et également s'occuper des fois des enfants. Donc, la tâche de maison aussi s'augmente là-dessus. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rôle peut-être aussi également de sensibiliser les employeurs par rapport à cela ou est-ce qu'il y aurait peut-être autre chose justement à faire
pour appuyer les femmes durant la charge de travail qui augmente durant cette pandémie? Je pense qu'il est essentiel de parler de la charge mentale, parce que c'est la charge mentale que les femmes vivent et ont beaucoup vécu durant cette pandémie. Donc, le fait d'en parler, de sensibiliser évidemment les employeurs à ça, c'est essentiel. Maintenant, je sais qu'on parle de personnes privilégiées aussi quand on parle de télétravail, parce que ce n'est pas tous les emplois. Beaucoup de femmes travaillent dans le domaine de la santé, des services. Donc, dans ces emplois-là, elles sont en première ligne et elles sont souvent en danger pour des salaires qui ne reflètent pas les risques qu'elles prennent. Parce qu'un petit rajout d'un 4 dollars par heure, quand on travaille presque au salaire minimum et qu'on risque sa vie, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Mais au niveau de tout ce qui est travail à la maison, c'est vraiment prendre conscience de la double tâche que les femmes vivent depuis longtemps, et avec cet accroissement de temps à la maison et de fragmentation entre le travail et s'occuper des enfants et s'occuper des différentes réalités et de la santé de chacun et de chacune, c'est une charge importante. Et au niveau de la santé mentale des femmes, je pense que c'est important d'en parler, de dédramatiser ça aussi, et de donner des pistes, et de permettre aussi aux femmes d'avoir leur voix, et de dire aussi que ce télétravail, en fait, ça peut être nuisible. On nous le présente toujours comme l'apothéose, on a trouvé la meilleure façon de tout gérer, on est parfaite. Ben, en fait, des fois, on a un enfant qui court derrière nous, on a des cris qui se passent, et nos employeurs ne peuvent pas penser qu'on travaille, qu'on fait du 9 à 5. Il faut avoir des accommodations qui permettent aux femmes de pouvoir gérer ces différentes choses. Merci. Julie? Oui, aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui a été faite que le télétravail, enfin que c'est un vrai travail de garder des enfants. On ne peut pas faire ça pendant qu'on travaille. C'est pas juste surveiller vaguement ce qu'il fait. C'est un vrai travail. Puis faire à la fois du télétravail et garder les enfants, c'est impossible comme c'est fait. Donc oui, il y a des ajustements qui doivent être faits au niveau des employeurs, des solutions de garde qui doivent être trouvées. Tout ça est compliqué en situation de pandémie. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment une prise de conscience générale des enjeux, des difficultés et des solutions à y apporter dans les prochains mois, les prochaines années, et des mesures de relance qui tiennent en compte des spécificités des familles et des femmes encore plus particulièrement. Il y a une autre aussi question qui se pose, la question, c'est pourquoi le gouvernement fédéral ne s'implique pas vraiment là-dedans, pourquoi il ne met pas de l'argent pour créer ça. Puis là, je vais vous reposer cette question, mais plutôt vous dire, est-ce que vous pensez que c'est le rôle du gouvernement fédéral de vraiment s'impliquer pour la création d'un système de garderie universelle pour nos communautés francophones? Mais bien sûr, c'est le rôle du gouvernement. C'est essentiel. C'est les grandes idées de notre pays, les grands changements structurels passent aussi par une volonté de notre gouvernement à améliorer nos vies. Je veux dire, je pensais que c'était pour ça qu'on les élisait, pour qu'ils nous apportent quelque chose, qu'ils amplifient nos voix, et qu'ils apportent aussi, qu'ils répondent à nos besoins sur le terrain. Donc, pour moi, c'est un rôle de leadership qui est essentiel, et qu'ils et elles doivent prendre. Et pas seulement à court terme, pas seulement trouver des réponses à des problèmes précis, mais le rôle du gouvernement, c'est ça, c'est d'avoir une vision et de voir dans quel monde on veut vivre demain. On veut vivre dans un monde inclusif, dans un monde égalitaire. Pour ça, il faut mettre en place des solutions maintenant, et l'universalité des services de garde en fait partie de ces solutions. Aujourd'hui, les blocages, il y en a plusieurs. Il y a la volonté politique, il y a une certaine résistance, une résistance de la part du secteur privé qui va mettre des barrières contre l'universalité. Il y a aussi les accords entre les provinces qui peuvent compliquer les choses. Mais s'il y a une réelle volonté politique de mettre en place des mesures vers l'universalité des services de garde, ça doit être mis en place. Excellent. Et je pense qu'on a, au niveau fédéral, il y a aussi l'aspect où on n'en a pas vraiment discuté encore, mais on parle souvent d'accès, d'universalité, mais on aborde rarement
le problème des familles qui ont des enfants à besoins spécifiques. Et je pense qu'au niveau fédéral, on doit avoir une politique qui permette vraiment cette inclusivité réelle dans toutes nos communautés. Parce que des enfants avec des besoins spécifiques devraient avoir aussi accès à des services de garde dans leur langue. Et ça, c'est toujours un petit peu mis à l'index. On n'aborde pas trop ce sujet-là, mais les familles qui doivent faire face à ces réalités-là euh, sont un peu ignorées en général. Tout à fait. Merci beaucoup pour cela. Puis justement, on est quasiment rendu à la fin de notre panel de discussion, mais j'ai envie de vous donner la chance. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que vous voudrez rajouter? Donc, Lily, tu as parlé un peu justement de l'intersectionnalité aussi, quelque chose à bien prendre en considération. On parle de système de garderie, un système de garderie universel, mais ça ne veut pas dire que c'est je m'excuse le terme, mais un fit for all, comme c'est juste une seule boîte pour tout le monde, mais plutôt de prendre en considération les besoins des enfants pour leur bien-être. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que vous pensez ou quand vous rêverez également de ce système-là, qu'est-ce que vous voudriez y voir? Je voudrais Vas-y, Julie. Les besoins des enfants, mais aussi les besoins des parents, avec des horaires qui ne sont pas tous, tout le monde n'est pas employé 9-5, donc avec des horaires qui correspondent aux parents. Voilà, c'était juste ma petite note. Complètement d'accord avec toi, Julie. Il m'est arrivé dans ma vie de travailler les fins de semaine et trouver des gardiennes pour les fins de semaine, c'était quasiment impossible. Moi, il y a 2 points qui me tiennent vraiment à cœur, qu'on n'a pas encore abordés. C'est au niveau des salaires. Les salaires pour les personnes qui travaillent dans ce milieu-là ne répondent pas du tout à la réalité. On a besoin vraiment, on s'attend à ce que ces personnes qui travaillent en tant qu'éducatrices soient formées avec une éducation de qualité. Moi, je m'attends aussi à ce qu'on les paye un salaire qui leur permette vraiment d'évoluer dans ce milieu. Parce qu'en Colombie-Britannique, il y a eu beaucoup d'assistantes maternelles ou d'éducatrices qui ont arrêté de travailler dans ce milieu à cause des salaires de misère qu'on les paye. Tout se joue, on dit tout le temps, de 0 à 6 ans, et on paye une éducatrice tellement peu comparé à des professeurs d'université où, rendu à 20 ans, on est quand même un adulte, donc on est pas mal fonctionnel en général. Donc pour moi, c'est vraiment s'assurer que les salaires aient de l'allure, mais aussi qu'il y ait, parce que dans beaucoup de communautés, c'est une question de bâtiment, c'est une question d'infrastructure. Il ne s'agit pas juste de dire on va créer des garderies universelles, mais cherchons des lieux adaptés, cherchons aussi à avoir des structures en place. Je sais qu'en Colombie-Britannique, il y a cette idée de créer dans les différents districts scolaires des portatives ou des nouvelles structures, des nouveaux bâtiments en fait qui peuvent être interchangeables, qu'on peut avoir dans certains endroits pour permettre dans des zones où il n'y a pas de garderie, d'avoir des garderies. Donc, il faut investir dans le capital aussi. Merci. Je rebondirai juste sur, oui, sur l'importance de réévaluer les salaires des éducatrices, donc, qui a été soulevée par Lily, parce que les salaires équitables des éducatrices à la petite enfance sont nécessaires, mais permettraient d'atteindre l'égalité salariale et de revaloriser aussi ce métier qui peut être dévalorisé par certains, donc revaloriser l'importance des travailleurs et des travailleuses surtout en petite enfance. Voilà. Dans nos communautés, beaucoup de femmes immigrantes travaillent dans la petite enfance. Donc, je trouve qu'il y a le fait d'avoir des salaires bas, c'est encore une forme de discrimination par rapport à une couche spécifique de la population. Merci énormément pour vos commentaires, mesdames. Merci sincèrement pour votre présence et pour le temps aujourd'hui que vous nous avez donné pour nous parler de votre perspective sur la création d'un système de garderie universelle. Je rappelle que selon le rapport d'enquête pan-canadien que l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne a publié lundi dernier, selon les répondantes, on parle d'un taux de plus de 88% qui trouvent que c'est important de le créer. Donc, on sent que c'est un enjeu pour nos communautés, puis c'est important, puis c'est le moment de vraiment faire le travail là-dessus. Donc, merci beaucoup pour cela.
Puis, un dernier mot juste à dire, encore merci aux gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, avec nous, nous avons Julie Gillet, qui est la directrice générale du regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, puis Lily Chris, qui est la présidente de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Un grand merci encore d'être avec nous. Je rappelle à tout le monde que nos panels de discussion continuent jusqu'à vendredi et demain. Nous allons parler de la question de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Il y aura avec nous Stéphanie Chouinard, qui est professeure adjointe du Collège militaire royal du Canada à l'Université de Queen's. Il y aura également Marie-Claude Rioux, qui est la directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, et Mme Marguerite Toljessi, qui est la présidente du comité jeunesse du Franco-Yukon, qui sera animée par Martine Bordelot. Donc, encore un grand merci, puis on vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Au revoir. Merci.